Excellente matinée, merci d'être avec nous. C'est Mike Pérez qui nous a rejoint. Bonjour Mike. Bonjour Philippe. Allez, on va s'envoyer en l'air. Enfin pas tant finalement, on va peut-être rester au sol. Ouais, il y en a qui risquent de rester à quai cet été, ou enfin dans les prochaines semaines, parce qu'il y a passablement de compagnies aériennes qui ont tendance à annuler leurs vols à cause du prix du kérosène. Attention s'il vous plaît, les passagers en destination des vacances vont pouvoir rester à la maison cet été. Ça va être un petit peu ça cet été, enfin ces prochains jours. Ouais, c'est le risque pour passablement de passagers. Alors ça concerne surtout les compagnies low cost. Pas vraiment EasyJet en l'occurrence, parce que du côté d'EasyJet pour l'instant on est assez tranquille. Mais d'autres compagnies dont on connaît le nom, qui sont pas forcément des compagnies qu'on utilise beaucoup en Suisse romande. Je parle de Ryanair, de Transavia, de Wizz Air, ce sont des compagnies plutôt à l'étranger, mais suivant où tu pars en vacances, tu as peut-être un coup prévu de faire un vol interne ou un petit circuit et tu as peut-être prévu d'utiliser l'une de ces compagnies. Alors le problème c'est que ces compagnies, elles ont tendance effectivement à annuler des vols. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on le sait, le kérosène, il a vraiment augmenté beaucoup, comme l'essence, comme pour tout le monde. Merci donc, Donald. Voilà. Donc en fait, le problème c'est que ces compagnies low cost qui vendent donc des billets relativement bon marché ont des marges qui sont très très faibles. Bien sûr. Et en fait, ils ont vendu ces billets à prix bas il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Mais aujourd'hui, elles doivent payer le prix plein pour faire face à cette augmentation du prix du kérosène. Donc elles sont à perte. Et du coup, voilà, exactement. Et du coup, on se retrouve avec des compagnies qui ont des vols à perte, clairement, et qui préfèrent annuler les vols et rembourser les clients plutôt que de devoir voler à perte. Parce que la marge que tu avais, la petite marge que tu avais encore il y a effectivement quelques semaines, quelques mois, là, il n'y a plus du tout de marge. Tu es vraiment dans le rouge. Donc attention, parce que si vous avez donc prévu de voyager, si vous avez réservé déjà des billets avec ces compagnies dont j'ai cité le nom tout à l'heure, anticipez, soyez vigilants, attendez-vous peut-être effectivement à avoir une mauvaise surprise. Je voudrais pas être oiseau de mauvais augure à ce niveau-là, mais ça risque effectivement de vous tomber sur le coin de la tête. Et là, il y a, si je prends l'exemple de Ryanair, qui est quand même une des grosses compagnies low cost qui opère sur le continent, Ryanair a déjà dit que à partir de l'automne, on va dire, ils vont essayer de faire face à la demande de l'été, mais ils ont déjà annoncé qu'à partir du mois de septembre, ils allaient diminuer sur certaines destinations, sur certains aéroports, ils allaient réduire de moitié leur vol parce qu'ils seront plus capables effectivement de faire face à l'augmentation du prix du kérosène sans forcément le répercuter effectivement sur le prix. Et là, tu te retrouves dans des situations où certains passagers risquent de se retrouver à terre. C'est vraiment le cas. Donc si vous avez prévu, si vous avez des vols réservés sur ces compagnies, soyez vigilants, surveillez de près et au pire, passez par une agence ou un tour opérateur qui vous offrira peut-être un peu plus de garantie aussi à ce niveau-là au cas où. Bienvenue dans le Morning Show. 100% basket, 100% roman, 100% David Glaser. Excellente matinée, merci d'être avec nous. Il est temps de parler sport avec David Glaser. Bonjour David. Bonjour Philippe. Auteur du podcast Swish, il est avec nous chaque semaine pour nous parler basket et nous faire découvrir cet univers qu'on connaît, ma foi, pas assez bien encore. Pas tout le monde, mais ça vient là avec l'influence des États-Unis, la NBA et puis quelques joueurs suisses qui brillent là-bas. Swish, la rubrique basketball de David Glaser. Après Mounia Ascaria, présidente des Puy Lausanne Foxes, tu nous parles aujourd'hui de Rando Aldeserza, un nom très fort du basket suisse. Ah oui, Rando ou Randoal, si on veut le patronyme complet de Sarzin, c'est une vie de basket, une vie de gymnase, de vestiaire, de route, de salle plus ou moins chauffée, de joueurs à convaincre de jouer pour lui, de dirigeants à rassurer parce que c'est les plus stressés généralement au bord du terrain, et puis des matchs à sauver à la dernière minute. On se souvient tous de ce match récent contre Neuchâtel avec un panier
à 3 points de son équipe, puis Lausanne Foxes, alors qu'ils ont été menés tout le match, eh bien ils ont gagné vraiment pour égaliser dans la série de playoffs, mais vraiment à la dernière seconde, c'était fou. Alors ce qui est frappant chez lui, c'est son parcours qui commence presque par une blessure. Oui. Il aurait voulu jouer, mais très jeune, son corps dit stop directement. Opération du genou, ménisque, prothèse annoncée très tôt, et à 21 ans, il sait déjà que sa carrière de joueur est derrière lui. Donc il devient coach un peu par accident. Exactement, par accident c'est le mot, mais aussi par nécessité intérieure. Il lui reste la compétition, le besoin de transmettre, le goût du jeu, le goût de la compète. Il donne d'abord un coup de main, presque sans y penser. Et puis Boncourt, Jura, arrive. Boncourt, c'est le grand chapitre de sa vie, c'est le début du succès aussi. Au départ, le club est dans une situation très fragile, entre promotion et relégation, mais vraiment dans les sphères inférieures du basket suisse. De Sarzin arrive, il observe, il comprend vite qu'un cycle est terminé. Il dit au président, il faut repartir plus bas, il faut reconstruire avec des jeunes. Et il avait raison. Exactement, totalement. Il prend des gamins du coin, du Jura, issus notamment du sport scolaire, et il construit petit à petit. 3 ans plus tard, Boncourt est en Ligue nationale B, 2e division nationale. 4 ans plus tard, le club est dans l'élite suisse, 1re division nationale, et c'est là que commence l'épopée jurassienne. Boncourt devient beaucoup plus qu'un club, une petite république orange et bruyante, plutôt rouge d'ailleurs, on l'appelle la Red Team, une salle complètement pleine, des bus de supporters un peu fous, un canton entier qui se découvre, une passion collective pour le basket. Et le titre arrive en 2003. Exactement, le titre de champion suisse pour Boncourt, 2000 habitants, c'est bizarre quand même, hein. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que Rando ne se raconte pas comme un ancien combattant accroché à ses médailles, non, il dit même qu'il a eu de la peine à retrouver les trophées de Boncourt, les VHS, oui à l'époque on avait des cassettes vidéo pour enregistrer les matchs, et les reliques, les coupures de presse, etc. Ouais. Chez lui, il n'y a pas de nostalgie, il avance, il garde les souvenirs dans des cartons, pas dans une vitrine intérieure. Aujourd'hui, quelle est sa relation alors avec les Puy Lausanne Foxes? Avec quel enjeu? Alors surtout c'est Ouais. plus qu'un coach, je dirais, c'est presque le directeur du sport, c'est-à-dire qu'il organise un peu toutes les formations pour les coachs, avec évidemment des coachs pour chacune des catégories d'âge. Puis Lausanne a beaucoup d'équipes. Au Foxes, il retrouve aussi un projet de construction qu'il a pu mener à bien, parce que bon, Lausanne n'a pas les moyens de Fribourg, on le sait, ni de Genève, mais le club grandit quand même. Et là, il y a ce manque, on en parlait avec Mounas Karia la semaine dernière, il y a le manque de salles, de créneaux, d'infrastructures, il y a des jeunes sur liste d'attente, c'est ça le drame. Ouais. Et pour lui, c'est douloureux parce qu'il voit que ça avance pas malgré toute cette lutte auprès des politiques pour qu'il se passe quelque chose. Donc il y a un vrai problème. Ouais. Et sportivement, les Foxes font leur part, ils sont bons en championnat, mais De Sarzin voit beaucoup plus large, des structures, de la communication, du marketing, de la formation, des conditions de travail améliorées. Il sait qu'un club ne grandit pas seulement avec des systèmes de jeu. Alors finalement, mon cher David, Randoal de Sarzin, c'est quoi? C'est un bâtisseur? Oui, c'est ça, c'est un bâtisseur, mais pas un bâtisseur de cycle, de groupe, de confiance. Il est bien plus que ça, il a connu absolument tout, donc les erreurs, les tensions, les nuits blanches, etc. Mais c'est un bâtisseur d'une philosophie, en fait, garder son intuition, faire confiance aux gens, et surtout faire qu'un club de basket, c'est pas une ligne de budget ou un résultat du samedi soir, c'est une aventure humaine. Merci beaucoup David Glazer, on peut retrouver cet entretien dans Swish, votre podcast. Swish, podcast basket. J'y suis arrivé, votre podcast. C'est pas facile à dire, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Merci Philippe. Merci, à la semaine prochaine David Glazer, merci beaucoup. Prochaine. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de parler bande dessinée avec Pal de Gomme qui nous rejoint pour de nouvelles aventures. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Les coups de cœur de la semaine. C'est une chronique un peu spéciale parce que tu veux rendre un hommage à ton papa. Oui, en fait, j'aimerais rendre hommage à mon papa qui est parti le 2 mai. En fait, c'est la première personne qui m'a fait découvrir en fait la bande dessinée avec sa femme qui était pour moi ma deuxième maman. En fait, il lisait Tintin, Gottlieb, les rubriques à braque, Bretéché. Mon papa aimait aussi beaucoup les Bidochon, la série de Binet, avec une vie de couple, avec Raymond et Robert, en fait, Bidochon. Ils avaient même un chat qui s'appelait Cador, qui était en fait l'intello de la famille. Oui. Et c'est vrai que je me rappelle en fait depuis gamin, avec sa femme, en fait, il lisait beaucoup de journaux. Il y a aussi bien dans la 24 heures et dans d'autres journaux.
il y avait les séries qui s'appelaient comme L'amour c'est, aussi bien Boule et Bill, et lui, les deux me découpaient en fait les pages de bande dessinée pour me les coller dans des classeurs. Je faisais ça Et aussi. c'est- Ouais. Ah oui, mais c'est vrai que c'est magique d'avoir des parents comme ça. Et en même temps, c'est vrai qu'il m'avait abonné au journal Yakari de Rib. Ouais. Comme tous les petits filles, c'est vrai que les années 80, c'est vrai que c'est un peu ça. C'était ça et Pezzi. C'était Yakari et Pezzi. Oui, c'était ça. Et j'ai aussi lu en fait des pédis grâce à lui. Mhm. Et c'est vrai que c'était aussi les grandes années du journal Pif Gadget. Ah oui. Et c'est vrai que Pif il Gadget. m'achetait de temps en temps Pif Gadget, Spirou, tout ça. Et en même temps, c'est grâce à lui au journal Pif Gadget, j'ai découvert en fait La Jungle en folie de Mick de Lynx et Godard, aussi bien Marine, fille de pirate de Tranchant et Corteggiani, aussi bien Silvio Le Grillon de mon ami Philippe Lugui. Et pour moi, je pense que c'est grâce à mon papa et à Marianne, qui est c'est un peu ma maman d'adoption, et c'est grâce à eux deux, en fait, que je suis fan de bande dessinée, que je dessine, et que je suis nu chroniqueur de BD depuis bientôt 25 ans. Et c'est vrai que Lou, ça fait bientôt plus de 25 ans que notre aventure avec Philippe Morax, parce qu'on a fait de la télévision ensemble, on a fait de la radio. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est grâce à mon papa et puis à Marianne que j'ai été passionné en fait de lire et de raconter en fait ces histoires-là. Donc, je dois beaucoup à mon papa. Bon. Je vais lui rendre hommage. Ah, c'est magnifique. Écoute, alors déjà, je voulais juste dire que tu n'étais pas seulement un fan, mais un vrai passionné, mais un passionné de chez passionné. Alors ça, c'est important. Je pense qu'il t'a filé le virus, comme on dit, effectivement. Oui, c'est ça. Je voulais quand même, mon cher Pal, te dire que toute l'équipe de l'émission et toute l'équipe des radios qui nous diffusent ce joint à moi pour te présenter nos condoléances et te dire toute notre amitié et qu'on est de tout cœur avec toi dans cette période. Merci parce que c'est un bel hommage que tu viens de rendre à ton papa. Merci beaucoup. Et voilà, c'est toujours compliqué dans ces situations, on ne sait pas toujours trop quoi dire, mais en tous les cas, on est avec toi et on est de tout cœur avec toi. Voilà, et plein de pensées pour ton papa, évidemment. Merci beaucoup. Et moi, je voulais lui dire encore une fois merci. Voilà. Merci, mon grand. Prends soin de toi et puis on se rappelle la semaine prochaine. Avec un grand plaisir. Et puis à très bientôt. Salut, Pal. Merci beaucoup. Bye bye. Bienvenue dans le Morak Show. PAP+. Bienvenue dans le Morak Show. PAP+. On va parler du loto maintenant et de ce gagnant qui avait remporté une somme plutôt conséquente. Hein. Ouais, il avait gagné 5,8 millions d'euros. C'était alors il y a presque 20 ans. Mais malheureusement, c'est une histoire qui se répète inlassablement un peu partout dans le monde. Hein. Tu peux gagner des millions au loto et puis quelques années plus tard te retrouver complètement dans la dèche. La chronique des Mike. 5,8 millions et il a tout perdu. Ouais, il avait gagné donc cet argent en 2007. C'est un Français qui habite dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il avait fait tout juste dans un premier temps, j'ai envie de te dire. Hein. Il avait alors réglé ses dettes, il avait acheté des biens immobiliers, donc tu vois, il a placé son argent. Hein. Il l'a pas dépensé comme ça inutilement. Il a continué à travailler en plus, hein. Donc c'est pas celui qui s'est dit ok, je plaque tout et puis je pars vivre et profiter de mes millions sur une plage sous les cocotiers. Donc voilà. Il aurait peut-être mieux fait. Ouais, peut-être. Le problème, c'est que, comme souvent dans ces cas-là, il a été mal conseillé, une mauvaise personne, une mauvaise influence qui tout d'un coup fait son apparition, qui l'a convaincu d'investir en bourse. Et forcément, la bourse, ça reste un élément un peu volatile, ça reste quelque chose de risqué. Donc, ça, c'est un premier élément, un premier facteur, on va dire, qui a plongé, qui l'a précipité dans sa perte. En plus, visiblement, ces placements immobiliers n'étaient pas les meilleurs qui soient. Parce qu'effectivement, tu peux faire des très bonnes choses. Hein. Tu peux effectivement gagner de l'argent et beaucoup d'argent avec de l'immobilier. Mais là, du coup, il a été mal inspiré, mal conseillé et il s'est retrouvé dans cette mauvaise situation. Donc aujourd'hui, il en est à un stade où il est endetté. Il doit de nouveau de l'argent. Il a des maisons hypothéquées et il sait pas trop finalement comment s'en sortir. À part peut-être gagner de nouveau au loto. Il joue. Il dit qu'il continue de jouer en espérant un nouveau coup de chance. Tout ça pour dire que voilà,
le plus important quand tu gagnes une grosse somme d'argent, parce que là on parle quand même effectivement de beaucoup d'argent, eh ben il faut demander conseil, mais conseil aux bonnes personnes, pas aux C'est qui les bonnes personnes? faux amis, Ouais. tu vois Oui, quoi. c'est ça. Ouais. En règle générale, si tu t'adresses à un institut financier ou des choses comme ça, ils vont plutôt être de bons conseils. Après, évidemment, si tu places tout en bourse, oui, tu cours le risque, effectivement, tu perds un tout petit peu d'argent sur le long terme. Donc, Faut pas tout mettre là non plus. Non, voilà. Faut mettre Mais les œufs dans le même panier. exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais les œufs, non. Et les œufs, on les met pas au frigo, je vous rappelle. Non. Voilà, tu peux faire un peu de bourse, tu peux faire un peu d'immobilier, tu peux faire un peu de placement, tu peux, si vraiment tu as envie d'être rassuré, tu peux en garder un tout petit peu, alors pas sous le matelas parce que c'est pas très safe aujourd'hui, C'est pas sécure, hein. mais garde-en un petit peu sur un compte, au cas où, on sait jamais. Mais voilà, faut faire attention effectivement à comment tu utilises cet argent, parce que effectivement, il n'y a rien de plus frustrant de te dire j'ai eu des millions et j'ai plus rien. Ouais, effectivement. Il doit pas bien dormir, ce pauvre monsieur. Non, on l'envie pas sur ce coup-là. Non, effectivement. Merci Mike Perez. Bienvenue dans le Morning Show. DAB+. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse Romande. Excellente journée, bonne matinée, merci d'être avec nous. Je sais, c'est l'heure du petit déjeuner, on vient de boire son petit café et pourtant Vanny à cette heure-ci, elle vient vous parler vin. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe, bon café. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. On va donc parler vin à cette heure-ci, ma chère Vanny, même si on vient de terminer le café, on peut déjà faire des projets, pourquoi Bah oui. pas, hein? J'avais envie de défendre un opprimé, le rosé. Ah, Le rosé, pourquoi il est si méprisé par les professionnels du vin? ça dépend en fait. Ça dépend lesquels en fait. Moi, je suis un peu gênée quand je parle de rosé avec les spécialistes. Alors, quand je parle des spécialistes, ça va être les journalistes spécialisés en vin, ça va être les œnologues, ça va être les critiques, les sommeliers. Ah bah, ça tique souvent pour le vin rosé. Sérieux? Ouais. Et ça m'énerve parce que Pourtant, nous, il y a des très bonnes choses. et ben voilà, on adore ça, hein, soyons honnêtes, le rosé. C'est vrai qu'il a longtemps souffert d'une image un peu légère. Moi-même, avant le rosé, je le méprisais un petit peu. Oui. On rappelle qu'on mélange pas du rouge et du blanc, hein. C'est pas comme ça qu'on fait le Ah non, c'est pas comme ça. Et justement, la méthode pour faire du rosé, elle est compliquée quand même. C'est un vin qui demande du travail. C'est ça. Et c'est un vin d'été, c'est un vin simple, c'est vrai, qui est parfois jugé peu complexe, presque pas sérieux. Et c'est vraiment ce que je disais, c'est une erreur de penser ça. Dans certains cercles, hein, comme je le disais, dire qu'on aime le rosé, c'est presque avouer un petit péché. Et pourtant, le rosé, c'est aujourd'hui l'un des vins les plus consommés au monde. C'est pas une blague. Surtout, il a énormément évolué. Aujourd'hui, on trouve des rosés de terroir précis, tendus, gastronomiques, des rosés qui peuvent rivaliser avec de grands blancs. Oui, je pèse mes mots. Alors pourquoi ce décalage avec les professionnels du milieu? Peut-être parce que le rosé casse les codes, il est accessible, il est immédiat, il est joyeux, il ne demande pas qu'on le comprenne, il se vit. Et dans un monde de vin parfois très codifié, ça dérange un peu. Mais moi, je vais vous dire une chose, je l'affirme, j'aime le rosé, j'assume complètement, j'y ajoute même des glaçons. Voilà, je le dis. Ah, aïe. Va des Je l'aime rétro, bien. Satanas. Je l'aime bien frais. Je kiffe entre amis. Et oui, le rosé, il traîne sur la table. Ou alors on le boit cul sec. Alors oui, moi j'assume mon petit glaçon. Et d'ailleurs, j'avais même eu une technique par Annick Gouma, qui est la rédactrice en chef de Vinum Magazine, qui elle aussi m'a avoué utiliser le glaçon de temps en temps pour rafraîchir le vin. Et elle m'a dit qu'elle avait eu elle-même une astuce d'un vigneron dont j'ai oublié le nom. En fait, il congèle des raisins. Il lave les raisins, il congèle les raisins et après on jette les raisins congelés dans le verre. Ça rafraîchit le verre mais ça ne dénature pas totalement le vin. Sympa. L'idée est géniale, donc idée à adopter que je vous partage sans modération. Annick Gouma, petite dédicace pour toi si tu m'entends. Et le rosé, moi je suis prête à le partager avec vous quand vous voulez les amis. Ah bah c'est sympa. Moi aussi, il est bien frais, qu'il est bon. Voilà. Ah bah y a pas de souci. Bah écoute, moi j'adore le rosé. Ah oui. Eh ben, on a compris, hein, on a compris le message. On va organiser ça, il n'y a pas de souci. On va faire une rosée partie. Allez, prochaine présentation, le cubi.
Merci Vanny. On vous retrouve au podcast, ma chère Vanny. Exactement, on parle pas de cubi, on parle du vin dans ces grandes lignes avec des professionnels. C'est sur La Goutte Podcast que vous retrouvez toutes ces informations et puis en images sur YouTube et sur Apple, Spotify pour le podcast audio. Bienvenue dans le Morning Show. Thérapie Plus. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. On parle gastronomie avec Monsieur Goemio, j'ai nommé Knut Vander. Bonjour Knut. Bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Knut, on reste à Fribourg aujourd'hui. Hier, nous étions au Café du Midi. Aujourd'hui, on va au Café du Gothard. C'est le Café du Gothard, exactement. Café du Gothard, mythique. Un endroit tellement beau qui a déjà une devanture incroyable qui semble sorti d'un autre temps. C'est tout près de la cathédrale, sur cette grande place, je ne sais plus comment elle s'appelle, au centre de Fribourg, tout près de là où il y avait le fameux tilleul de Fribourg. Et puis, bien, figurez-vous que le Café du Gothard, c'est notamment là que Pierre-André Ayer, le fameux chef du Pérol, le grand chef fribourgeois que tout le monde connaît, va manger la fondue. Il faut dire que c'est aussi un stam du Gotteron, donc ces derniers temps, ils ont dû être très festifs. Ils ont dû faire la fête, je pense. Hein. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Mais il faut dire que c'est festif de toute façon toute l'année, parce que ce Café du Gothard, eh bien, c'est un endroit mythique, avec un décor d'un autre temps, plein de charme. Moi, je dois dire que j'adore ce genre d'endroit. Et puis, eh bien, figurez-vous que là, tout près de la cathédrale, on vient manger une spécialité fribourgeoise. Je vous pose la question parce que je ne sais pas si une fois de plus vous allez trouver la réponse. J'ai un doute, hein, mais je pense que c'est la fondue. Et bravo, exactement, c'est la fondue, exactement. Mais il y a aussi des planchettes, il y a des escargots, il y a des entrecôtes, il y a des rösti, il y a plein de choses traditionnelles. Mais enfin, la fondue reste ma principale motivation, en tout cas, pour aller au Café du Gothard le plus souvent possible. Alors, je n'habite pas Fribourg, mais quand je passe par Fribourg, c'est souvent au Café du Gothard que je m'attable. C'est incontournable, hein. Évidemment. Merci beaucoup, Knut. Vous nous aviez dit spécial Fribourg, mais on aurait dû dire une spéciale fondue, finalement, tout simplement. Hein. C'est vrai, aussi, oui, exactement. Oui, d'autant plus que demain, on va aller dans un autre temple de la fondue. Ouais. Je vous laisserai découvrir demain. Avec plaisir. Alors à demain, Knut. Mais belle journée à vous. Merci. Bienvenue